Bonjour à tous, je suis Agnès Lanoé, directrice de la prospective et de la stratégie d'Arte France. Et j'ai l'honneur d'animer cette session qui va nous permettre d'entrer dans le vif du sujet, même si ce sujet a déjà bien été abordé. La donnée culturelle, c'est moi. Donc merci d'être nombreux sur cette session. Merci au Forum d'Avignon d'être ce lieu de rencontre et de propositions concrètes au service de la culture. Merci aux intervenants de grande qualité qui vont débattre ici. Et bien entendu, merci aux artistes qui vont nous accompagner. Donc en premier lieu, Camille Besse, qui est au pinceau depuis ce matin et va continuer à nous croquer en direct. Depuis 5 ans, les dessinateurs de Cartoon for Peace sont là au Forum d'Avignon pour apporter leur regard bienveillant avec humour et légèreté. Ce matin, nous allons définir les données culturelles, parler de leur utilisation, de la confiance nécessaire, du droit de regard, de la vie privée, de l'éthique. Mais avant tout, place à la performance artistique d'Albertine Meunier et de Julien Delévesque, Data Dada. Quelques mots avant sur eux. Albertine Meunier pratique l'art numérique depuis 1998. Ses travaux questionnent autant de manière critique que ludique les grands acteurs de l'Internet tels que Google, Facebook, Twitter et ce monde numérique qui nous entoure. Internet est donc son matériau de création et d'exploration. Elle révèle l'invisible ou la poésie des choses numériques. Julien Lévesque, quant à lui, aime collectionner, déchiffrer, transformer les données en leur conférant un aspect inattendu, tantôt avec humour et poésie, tantôt avec distance et critique. Ses œuvres se trouvent à mi-chemin sur le web et hors ligne, interrogeant par la même occasion la frontière poreuse qui les sépare. Ils nous ont préparé quelque chose qui, je pense, va complètement illustrer la problématique des données personnelles et toutes ces dimensions artistiques qu'elles peuvent avoir. Merci à eux. C'est Madatala, une performance artistique d'Albertine Meunier et de Julien Lévesque, avec la complicité de Sylvie Tissot et Bastien Didier. C'est Madatala est une performance artistique Data Dada, où vous vous reconnaîtrez peut-être. Car un flouteur sachant flouter, et il se reconnaîtra, doit savoir flouter sans les mains. La data un peu floutée doit quand même parler du gratin. Une recherche sur Internet avec GG, c'est peu. Mais 8 ans de recherche stockée, c'est le train-train. Quelques mots pètent le feu. Même si on sait qu'il faut être tranquille le matin. Alors, quand la data va, tout va, alors, badaboum! C'est Madatala, mais ceci n'est pas de votre ressort. La data, c'est GAFA. La datum, c'est badaboum. Ma data, c'est une poule aux œufs d'or. L'utile la data, qui ne peut être vendue, pas crête à gogo. Quand la data se manifeste, cela fait Adada, AU et Adia. Quand la data se vide de sens, elle change de direction. Je répète, la data, c'est GAFA, la datum, c'est badaboum. La data, c'est comme un ange, unisexe et pur esprit. C'est la data là, qu'on se le dise. C'est ma data là, mais ceci n'est pas de votre ressort. La data, c'est GAFA, la datum, c'est badaboum. Ma data est une poule aux œufs d'or, l'utile la data qui ne peut être vendue. Pâquerette à gogo, quand la data se manifeste, cela fait Adada, AU et Adia. Quand la data se vide de sens, elle change de direction. Et je répète, la data, c'est GAFA, la datum, c'est badaboum. La data, c'est comme un ange, unisexe et pur esprit. C'est la data là, qu'on se le dise. C'est ma data là, mais ceci n'est pas de votre ressort. La data, c'est GAFA, la datum, c'est badaboum. Ma data est une poule aux œufs d'or. L'utile la data qui ne peut être vendue, pas crête à gogo. Quand la data se manifeste, cela fait Adada, AU et Adia. Quand la data se vide de sens, elle change de direction. Je répète, la data, c'est GAFA, la datum, c'est badaboum. La data, c'est comme un ange, unisexe et pur esprit. C'est la data là, qu'on se le dise. C'est ma data là, mais ceci n'est pas de votre ressort. La data, c'est GAFA. La datum, c'est badaboum. Ma data est une poule aux œufs d'or, lucky la data qui ne peut être vendue, pas crête à gogo. Quand la data se manifeste, cela fait Adada, AU et Adia. Quand la data se vide de sens, elle change de direction. Je répète, la data c'est GAFA, la datum c'est badaboum, la data c'est comme un ange. Unisexe et pur esprit, c'est la data là, qu'on se le dise.
C'est ma data là, mais ceci n'est pas de votre ressort. La data, c'est GAFA. La datum, c'est badaboum. Ma data est une poule aux œufs d'or. Lucky la data qui ne peut être vendue. Pâquerette à gogo. Quand la data se manifeste, cela fait adada, AU et adia. Quand la data se vide de sens, elle change de direction. Je répète, la data c'est GAFA. La datum, c'est badaboum. La data, c'est comme un ange, unisexe et pur esprit. C'est la data là, qu'on se le dise. C'est ma data là, mais ceci n'est pas de votre ressort. La data c'est GAFA. La datum c'est badaboum. Ma data est une poule aux œufs d'or. Lucky la data qui ne peut être vendue. Pâquerette à gogo. Quand la data se manifeste, cela fait adada, AU et adia. Quand la data se vide de sens, elle change de direction. Je répète, la data c'est GAFA. La datum c'est badaboum. La data c'est comme un ange, unisexe et pur esprit. C'est la data là, qu'on se le dise. C'est ma data là, mais ceci n'est pas de votre ressort. La data c'est GAFA, la datum c'est badaboum. Ma data est une poule aux œufs d'or. Lucky la data qui ne peut être vendue. Pâquerette à gogo. Quand la data se manifeste, cela fait adada, AU et adia. Quand la data se vide de sens, elle change de direction. Je répète, la data c'est GAFA, la datum c'est badaboum. La data c'est comme un ange, unisexe et pur d'esprit. C'est la data là, qu'on se le dise. C'est ma data là, mais ceci n'est pas de votre ressort. La data, c'est GAFA. La datum, c'est badaboum. Ma data est une poule aux œufs d'or. Lucky la data qui ne peut être vendue. Pâquerette à gogo. Quand la data se manifeste, cela fait adada, AU et adia. Quand la data se vide de sens, elle change de direction. Je répète, la data c'est GAFA. La datum c'est badaboum. La data c'est comme un ange, unisexe et pur esprit. C'est la data là, qu'on se le dise. C'est ma data là, mais ceci n'est pas de votre ressort. La data c'est GAFA, la datum c'est badaboum. Ma data est une poule aux œufs d'or. Lucky la data qui ne peut être vendue. Pâquerette à gogo. Quand la data se manifeste, cela fait adada, AU et adia. Quand la data se vide de sens, elle change de direction. Je répète, la data c'est GAFA, la datum c'est badaboum. La data c'est comme un ange, unisexe et pur esprit. C'est la data là, qu'on se le dit. Merci à Albertine Meunier et Julien Lévesque pour cette belle performance. Quand la data se vide de sens, elle change de direction et elle nous explose à la figure. Je pense que nous pourrons reparler du sens de cette data tout à l'heure lors de notre session. Merci. Après cette belle performance, donc, nous allons entrer dans le vif du sujet. Arte est une chaîne culturelle. Ce n'est pas une chaîne culturelle thématique. C'est une chaîne généraliste avec du cinéma, de la fiction, des documentaires, des magazines, des séries. Ce n'est pas une chaîne thématique culturelle, parce que la culture, c'est notre rapport au monde. La culture, c'est ce qui définit précisément le rapport au monde de chaque individu. Alors oui, bien évidemment, les données personnelles que nous semons, tels des petits cailloux en utilisant tous ces appareils et services dont nous sommes devenus coutumiers, évidemment, ces données sont des données culturelles. Ce sont des données qui nous sont propres, qui définissent notre identité, notre ADN numérique. Mais en avons-nous tous conscience aujourd'hui? Quelle maîtrise en avons-nous? Quelle réponse collective et individuelle pouvons-nous apporter pour que tout le système ne nous explose pas à la figure? Arte, chaîne franco-allemande, a été très tôt sensibilisée à cette question.
D'abord parce que nous sommes une chaîne de service public, respectueuse du citoyen dans toutes ses composantes, y compris sa vie privée et sa vie numérique. Mais aussi parce que le respect de la vie privée et la protection des données personnelles sont des thèmes majeurs en Allemagne depuis longtemps et des thèmes particulièrement d'actualité aujourd'hui. Les révélations sur l'espionnage de la NSA ont beaucoup choqué en Allemagne, mais d'autres affaires avaient déjà alimenté le débat, comme les photos prises dans la rue par Google Street View, vous savez, ces petites voitures qui se baladaient pour prendre en photo tous les immeubles et par la même occasion les passants, afin de reconstituer une cartographie virtuelle. Eh bien, en Allemagne, avant même le lancement du service, plusieurs centaines de milliers d'Allemands ont demandé que la photo de leur habitation en soit retirée. Ils étaient scandalisés par l'absence de consentement préalable et par l'atteinte à leur vie privée. Accessoirement, ils ont gagné, puisque depuis 3 ans, Google n'alimente plus et n'actualise plus son service. Et la version allemande de Google Street View fait figure d'exception, puisqu'il s'agit de la seule version du service dans le monde où les habitants ont la possibilité d'exiger le retrait de la photo de leur résidence. Il y a en Allemagne une sensibilité historique. C'est un pays précurseur. En 1977, déjà, une loi fédérale visait à protéger contre l'emploi abusif de données d'identification personnelle dans le cadre de traitement des données. Et mieux encore, depuis 1983, donc plus de 30 ans, la protection des données personnelles est un droit constitutionnel en Allemagne. C'est à l'occasion du recensement de la population que la Cour constitutionnelle institua l'autodétermination informationnelle, c'est-à-dire le droit pour chaque individu de décider lui-même de la communication et de l'emploi des informations le concernant. Alors, le service des téléspectateurs Arte reçoit régulièrement des interrogations de la part d'internautes allemands sur l'utilisation faite de leurs données personnelles et culturelles dans tel service. Nous en recevons à ce jour beaucoup plus côté allemand que côté français, mais peut-être que cette belle journée au Forum d'Avignon permettra de faire évoluer les choses. Donc ces questions sont évidemment essentielles et nous nous réjouissons particulièrement de la journée d'aujourd'hui et du premier Forum culturel 100% data. Pour débattre de ces sujets, nous avons la chance d'avoir parmi nous ce matin Isabelle André, qui est directrice des activités numériques du Monde et président directeur général du Monde Interactif depuis mars 2012, après avoir dirigé les nouveaux médias du groupe Le Parisien, puis la stratégie et les développements du groupe Amaury. Isabelle André est également vice-présidente du GEST, qui fédère les principaux professionnels éditeurs en ligne, tous horizons confondus, médias, vidéos, musique, etc. Nous accueillons aussi Pierre Bélanger, fondateur et président directeur général du groupe Skyrock. Expert reconnu de l'Internet, il publie depuis plus de 20 ans sur les médias et les réseaux. Sorti en janvier cette année, son dernier livre, La souveraineté numérique, constate le transfert massif de données personnelles du continent européen vers le continent américain, qui siphonne ainsi nos emplois, nos données, nos vies privées, notre propriété intellectuelle, notre prospérité, notre fiscalité, notre souveraineté. Kaya Hagel, quant à elle, est directrice créative et cofondatrice de Guerilla Pop Media Lab. Elle est journaliste, écrivain et critique de la culture pop. Elle est à l'avant-garde intellectuelle, là où la pensée collective et le changement progressif s'inaugurent. Son travail et son intérêt novateur pour la jonction de l'art populaire et de l'art élitiste lui ont valu plusieurs prix, dont le Tiger Award au Festival international du film de Rotterdam, du meilleur reportage de l'année au New York Folio Media Award et du meilleur court-métrage expérimental et international au Festival du film de Brooklyn. Profondément impliqué dans le développement de l'Internet en France et dans le monde, Daniel Kaplan est membre du Conseil national du numérique. Il est le cofondateur et le délégué général de la Fondation pour l'Internet Nouvelle Génération, FING, un projet collectif et ouvert qui se consacre à repérer, stimuler et valoriser l'innovation dans les services et les usages du numérique et des réseaux. Il nous parlera notamment du projet Mesinfo que conduit la FING. Je ne vous en dis pas plus pour le moment. Et nous bénéficierons du cadrage juridique de Fabrice Naftavski, responsable de la practice droit de l'information, de la protection des données et de la propriété intellectuelle d'EI, société d'avocats. Il est avocat spécialisé en matière de propriété intellectuelle et de protection des données personnelles. Il a contribué à l'étude du Forum d'Avignon 2013, Données personnelles et comportements culturels à l'heure du Big Data. Merci à vous tous.
Au-delà de la nécessaire définition des enjeux autour des données culturelles, l'objectif de notre débat sera d'adopter des réponses éthiques et pratiques. Si les données personnelles numériques contiennent nos valeurs culturelles et notre vie privée, sont-elles une marchandise comme les autres? Peut-on les collecter, les valoriser, les vendre, sans notre accord, sans cadre? Que deviennent les droits fondamentaux de tout individu s'ils sont pilotés par les données? Mais d'abord, de quoi parle-t-on? À l'évidence, il faut déjà s'interroger sur le statut de données culturelles. C'est quoi une donnée culturelle? À qui elle appartient? Pour introduire le débat, je vais demander à Fabrice de nous éclairer un peu, puis je donnerai la parole à Pierre Bélanger et Kaya Hagel. Fabrice, alors. Oui, bonjour à tous, bonjour Agnès. Donc effectivement, en liminaire, je voudrais insister sur deux sujets, le sujet de la donnée culturelle et le sujet de la propriété ou de la donnée comme marchandise. Sur la donnée personnelle culturelle, ça fait plusieurs années qu'on essaye de trouver des textes qui s'y réfèrent. Il y a énormément de conventions au niveau de l'OCDE, au niveau de l'Union européenne, mais nullement il est fait état explicitement à la notion de culture. Donc le constat que l'on fait, c'est que lorsqu'on parle de données culturelles, c'est bien souvent une donnée à caractère personnel, puisque c'est la donnée de l'intimité, c'est une donnée qui va permettre directement ou indirectement de connaître nos goûts, nos habitudes, nos caractéristiques essentielles. Lorsque vous allez sur Amazon, on vous propose des lectures parce qu'on commence à vous connaître. Donc le premier constat, c'est qu'il n'y a pas de définition juridique de la donnée personnelle culturelle, mais pour autant, il y a un régime qui est le droit de la protection des données à caractère personnel, qui est un droit de la personnalité, qui a vocation donc à appréhender non seulement les données culturelles, mais en plus les données dites sensibles, les données sur la religion, les données sur l'orientation sexuelle, sur la santé, sur les opinions politiques. Ce sont des données qui sont sanctuarisées par le droit de la protection des données à caractère personnel. Donc on reviendra là-dessus au cours des débats, notamment lorsque l'on évoquera la proposition du Conseil d'État de parler d'autodétermination informationnelle. Peut-être un mot sur la question de la marchandise. Effectivement, on vous a dit déjà que depuis le début de cette matinée, on a parlé de poule aux œufs d'or, on a parlé de marchandises. La donnée, effectivement, elle peut être appréhendée par le droit de la propriété. Quand on rentre à l'université, on nous parle des attributs du droit de propriété. Les attributs du droit de propriété, c'est l'usus, le fructus, l'abusus, c'est le pouvoir d'en user, le pouvoir d'en bénéficier, d'en jouir et le pouvoir de le transférer. Donc effectivement, la donnée à caractère personnel est tout à fait éligible d'un point de vue purement à un droit de propriété. Pour autant, c'est moyennement satisfaisant, tout d'abord parce que c'est un incorporel. Est-ce qu'on ne peut pas être propriétaire d'un corporel? Si, absolument, puisque le droit de la propriété intellectuelle, il est là notamment pour protéger les incorporels. Et ce qui est intéressant, quand on fait ce parallèle entre le droit de la protection des données et le droit de la propriété intellectuelle, c'est que le droit d'auteur, il s'applique, pour que le droit d'auteur s'applique, il y a une condition d'originalité. Comment est définie l'originalité par la jurisprudence? Elle est définie comme l'empreinte de la personnalité de l'auteur. Et là, on voit qu'il y a un lien déjà entre la propriété intellectuelle et la protection des données, puisqu'effectivement, l'empreinte de la personnalité de l'auteur, ça correspond à des éléments de son identité numérique. Alors que fait le droit de la propriété intellectuelle? Il va conférer un certain nombre de droits patrimoniaux, droits moraux à l'auteur donc d'une création originale. Droits patrimoniaux, c'est un monopole exclusif d'exploitation, donc c'est le droit de représentation, le droit de communication qui peut être monétisé. Donc on voit bien là encore le parallèle avec la marchandise. La limite, elle se fait au niveau du droit moral, parce que le droit de la propriété intellectuelle, il prévoit également un certain nombre de droits moraux dont bénéficie donc l'auteur d'une œuvre. Ça va être le droit à la paternité, donc le droit d'être reconnu comme l'auteur d'une œuvre, mais c'est aussi le droit de divulgation, donc le droit de décider si oui ou non je vais mettre à disposition du public mon œuvre. Vous pourrez raisonner par analogie avec la donnée. Puis c'est le droit de repentir, c'est le droit de décider à un moment ou à un autre que mon œuvre, c'est plus l'empreinte de ma personnalité, et donc j'ai le droit de retirer du marché une œuvre d'art alors bien sûr en versant une soulte, mais pour autant il y a ce droit qui permet de retirer l'œuvre. Donc on le voit, le droit de propriété, il appréhende
il peut appréhender des éléments de personnalité, pourquoi pas des données à caractère personnel. Après, les limites du droit de la propriété intellectuelle, c'est qu'il ne s'applique pas à tout type de données, il s'applique qu'à des données originales. D'où la nécessité d'aller sur le terrain de la personnalité, sur le terrain des leviers que donne le droit de la protection des données à l'individu, pour permettre le contrôle de ces données, le droit à l'information, le droit du consentement, mais je ne vais peut-être pas développer tout de suite. Et on va céder la parole à Pierre Bélanger, qui avait été consulté d'ailleurs par le Conseil d'État quand le Conseil d'État a rédigé son rapport. Alors Pierre Bélanger, données personnelles, données culturelles, y a-t-il une différence? Marchandises immatérielles. Et les données personnelles sont-elles le cheval de Troie de cette fameuse colonisation numérique? Et pensez-vous qu'exception culturelle et souveraineté numérique vont de pair? Bonjour à tous, merci de votre invitation. Cheval de Troie, je pense que c'est une situation beaucoup plus grave en fait que le cheval de Troie. Je vais essayer de développer ça en quelques minutes. Pourquoi est-ce que les données pourquoi les données ont-elles de la valeur? C'est important de le dire parce qu'on dit toujours c'est le pétrole, c'est extraordinaire, c'est une valeur fondamentale, mais enfin il faut essayer de mieux le qualifier. Comment avons-nous résolu au XXe siècle la plupart de nos problèmes? Par le gaspillage. Par exemple, lorsqu'on distribue un journal, on ne sait pas qui va l'acheter, dans quel kiosque, à quel endroit. Donc on en publie des centaines de milliers d'exemplaires et il y a des invendus, il y a du déchet, etc. On s'aperçoit que toute notre économie, en fait, et ça a souvent été dénoncé par les mouvements écologistes, est liée au gaspillage. Par exemple, sur l'essence. Un tiers de l'essence consommée par les automobiles est consommée par les conducteurs qui sont en train de chercher une place disponible pour se garer. Et là, on en revient aux données. Imaginez que vous ayez la donnée exacte des véhicules en mouvement et des places disponibles. La valeur de ces données, c'est un tiers de l'essence automobile consommée en France. Bon, ça c'est la valeur des données. Vous avez à peu près 50% de la nourriture qui est gaspillée entre le moment où elle est consommée et le moment où elle est soit récoltée, soit fabriquée. Vous avez dans les entreprises, si vous commencez à détecter les gaspillages, c'est-à-dire les problèmes que vous avez résolus par le gaspillage, vous êtes sur à peu près 15 à 20% de leur chiffre d'affaires. Donc on est sur une logique absolument ahurissante et une valeur formidable. Donc on nous parle depuis 5 ans d'une crise économique que nous traversons. On appelait ça la Grande Dépression. Ce dans quoi nous entrons aujourd'hui, c'est la grande optimisation. La grande optimisation, ça veut dire que finalement, métier par métier, secteur par secteur, on va remplacer le gaspillage par l'information. Il y a là un gisement de valeur qui est absolument phénoménal, et ce gisement de valeur, il est destiné à financer la transition numérique, à financer l'extraordinaire changement de modification de métiers, de modes de production, de modes de distribution que nous connaissons. Donc, la question de la souveraineté numérique, c'est la maîtrise de notre destin sur le réseau informatique, c'est de dire, on a eu un tour de magie, tout à l'heure on voyait les cartes qui bougent, là on a la valeur qui peut passer d'un pays à un autre, on a des emplois qui peuvent passer d'un pays à un autre, et tout ça par le jeu des données et des transferts de données. Donc la notion de la valeur des données, elle est capitale, puisque où la valeur de cette optimisation va aller est centrale. Ensuite, la notion de secret. La notion de secret est aussi fondamentale, parce que si vous n'avez pas de secret, vous n'avez pas de vie privée, donc ça c'est assez simple, mais vous n'avez pas de diplomatie, vous n'avez pas de stratégie militaire, et vous n'avez pas non plus de secret au sens du brevet, au sens de la propriété industrielle, de la propriété intellectuelle. Donc on est dans une logique d'un pays qui est incapable de garantir le secret de la correspondance. On a un très très beau défilé du 14 juillet, mais en fait chacun des courriers des citoyens peut être ouvert par une puissance étrangère à tout moment. Et donc les questions de concurrence aussi, on voit bien que celui qui accumule les données crée pour lui-même un avantage absolument considérable, et cet avantage en fait ne va aller par l'effet réseau qu'en s'accroissant. Voilà, donc pour répondre à la question, oui, la question des données est centrale, oui, elle est bien entendu liée à la souveraineté numérique, et on a affaire à des problèmes qui sont extraordinairement concrets. Merci. Alors, Pierre Bélanger, vous avez abordé la valeur des données, la valeur économique et aussi la notion de secret économique. Mais vous, Kaia Hagel, qui êtes un peu l'artiste de notre panel, rebondir sur cette notion de secret. La vie sociale est-elle possible sans secret, sans garde-fou, sans respect de notre image?
Et dans les données personnelles, vous soulignez qu'il y a aussi des données visuelles et que cette dimension reste très contraignante. Donc, comment la création artistique pourrait-elle jouer un rôle dans la définition des données personnelles culturelles et dans la prise de conscience de cet impact énorme dans nos vies quotidiennes? Bonjour, je vais vous parler en anglais, je m'excuse. What I'm going to... En fait, je vais essayer de vous montrer aujourd'hui. Plus tard, je vous montrerai une petite présentation de diapo, ce qui se passe dans la culture des informations, de l'information. En Amérique du Nord, je rédige à l'heure actuelle un livre sur les jeunes femmes, en fait sur les jeunes filles de 8 à 18 ans, et sur ce qu'elles font. Et elles font pas mal de choses en ligne, et elles font pas mal de choses visuelles. Et un des éléments que je souhaite évoquer, c'est la façon dont la culture, l'économie, et l'image visuelle de soi se recoupent dans ce nouveau monde, le monde de la vie en ligne. Et puis je dirais quelques mots également de la création d'une marque pour soi-même, le self-branding, pour utiliser un terme anglo-saxon. Donc je vous dirais qu'il en est des données publiques ou personnelles. La culture de la jeunesse s'intéresse peu à l'intimité, à la protection de la vie privée. Et on a eu l'occasion de le voir ce matin notamment. On a parlé de la façon dont existent des immigrants numériques et les gens nés dans le numérique, ceux qui vraiment connaissent l'Internet depuis leur naissance. Eux, la vie privée, ça ne les intéresse pas beaucoup. En fait, ils se mettent en quelque sorte sur la place publique eux-mêmes. Ils colonisent l'Internet et ce faisant, ils s'affirment eux-mêmes, ils s'investissent en eux-mêmes et cela risque parfois de susciter des problèmes pour eux et j'en dirai quelques mots tout à l'heure. Donc voilà, je souhaitais simplement vous présenter rapidement les idées selon lesquelles la vie privée, la protection de la vie privée, c'est important pour la génération nouvelle venue dans le monde de l'Internet, mais pour la génération qui est tombée dedans quand elle était petite, en quelque sorte, eh bien, le caractère public de la vie, c'est quelque chose qui leur paraît aller tout à fait de soi. Aussi, Si vous voulez maintenant. Okay. Oui, allons-y. Interactive, donc entreprise culturelle imminente. Justement, quelle est votre appréhension, vous qui êtes au mix de la culture et de l'entreprise, comment vous les voyez, ces données personnelles? Vous en faites quoi? Vous définissez-vous un partage de la valeur ajoutée avec ceux qui vous les ont données? Définissez-vous une durée, un champ d'application? Ce partage est-il éthique, est-il équitable? Mais pour ne pas couper l'intervention, pardon, on va rebondir sur Kaya pour lui laisser la parole de la présentation. Merci. Okay. Also, I was asked to do an interactive. On m'a demandé de faire une présentation aussi interactive, et c'est ce que j'ai souhaité faire. Donc il y aura un lien Twitter à chaque forum d'Avignon. Donc surtout, n'hésitez pas à tweeter. Tweetez et faites-nous part de vos réactions. Je n'en parlerai pas, on les verra simplement apparaître à l'écran. S'il y a des questions, j'essaierai d'y répondre. Et puis, j'essaierai de définir certains des termes que j'utiliserai également. Parce que ce qu'on appelle les digital natives, donc les gens de la génération numérique, ont un vocabulaire qui leur est propre également. Donc il serait peut-être bon que je vous explique ce qu'est, par exemple, je ne sais pas, selfie, enfin bref, les termes que vous verrez apparaître seront accompagnés d'une définition. Je ne les lirai pas moi-même, hein. Vous pourrez les lire vous-même à l'écran au moment où elles y apparaîtront. Vous vous souvenez sûrement, ou du moins certains d'entre vous se souviennent sans doute de l'époque où l'on pouvait entendre au salon les conversations au téléphone ou sur Internet. Je parle des jours de la boom, où la surveillance par les parents était beaucoup plus facile et où l'on procédait à des échanges beaucoup plus innocents. Maintenant, l'on voit que les empreintes numériques sur Internet créent des données qui nécessitent un polissage qui permet de veiller à ce qu'il n'y ait pas de surexploitation des données. Mais les données, ça n'est jamais qu'une partie de notre personnalité en ligne. Il y a également notre personnalité visuelle qui est générée par les millions d'utilisateurs qui téléchargent sur le site des photos d'eux-mêmes à propos de leur vie,
envies, de leurs intérêts, de leurs désirs, ce qui finit par créer une image en 3D du cybercitoyen. C'est ce que j'appelle le soi donné numérique. 98% des enfants utilisent l'Internet tous les jours. Les gamins de 12 à 18 ans ont entre 100 et 200 textos envoyés et reçus par jour. Envoyer des textos, c'est une nouvelle façon de flirter. 46% des adolescents envoient des photos à caractère sexuel et 46% envoient des photos nues, et 44% des messages sexuels. Jennifer Lawrence récemment a fait la une des journaux lorsque l'on a piraté son iCloud et l'on a pu voir des photos qu'elle avait prises d'elle-même nue, et ces photos sont devenues accessibles au public. Et ceci a eu pour conséquence un débat en Amérique du Nord sur les droits que l'on a dès lors que les images visuelles de soi-même sont utilisées de manière inappropriée, déplacées sur des plateformes à caractère public. Reddit, une des pages Internet les plus importantes, a compté 250 millions de hits, sans compter même les images publicitaires qui se comptaient également en millions. Yi-Shan Wang, le président directeur général de Reddit, a indiqué que nous comprenons quel est l'impact que cela a eu pour les victimes de ce vol, mais ils n'ont pas changé leur modification, tout comme les data self, le visual self est également existe dans un monde où il n'y a pas suffisamment de contrôle. Le selfie est un exemple, par exemple, et puis il y a le sexy selfie également, qui est un exemple encore plus parlant. Nous vivons dans une culture du selfie. Et nous vivons à l'heure du selfie érotique. Les enfants, les gamins qui vivent depuis leur plus jeune âge dans le monde numérique ont le sentiment qu'ils peuvent co-créer la culture, comme ils n'ont jamais pu le faire par le passé. Et parce qu'ils le peuvent, vous pouvez devenir célèbre sur Facebook en envoyant des photos et en prenant contact avec des émissions de télé-réalité, et l'on peut vous offrir une fortune pour que vous soyez ambassadrice ou ambassadeur d'une marque. Le glamour, la célébrité, l'argent sont devenus des objectifs tout à fait réalisables pour cette génération-là, beaucoup plus que ça ne l'était par le passé. Est-ce que cette expression du visual self numérique est monétisable, ou est-ce que c'est une expression de l'authenticité? Voilà une question qui est extrêmement complexe. Les talents en matière de consommation sont une condition préalable pour le succès professionnel dans des secteurs économiques dans lesquels le capitalisme à tout crin règne. Les jeunes, et notamment les jeunes femmes, sont les cibles de cette nouvelle économie. Dans un rapport de la Banque mondiale, le pouvoir d'achat des jeunes filles est décrit comme étant considérable. Aux États-Unis, les gamines de 8 à 18 ans pèsent 67 milliards de dollars par an. Et c'est un chiffre qui n'inclut même pas les achats de la famille sur lesquels elles ont une influence qu'on estime être à 115 millions de dollars américains. La culture du like, du j'aime sur Facebook a également beaucoup plus d'impact sur la consommation que la publicité, et les sociétés ainsi que les jeunes le comprennent de plus en plus. Les entreprises ont des ambassadeurs de marque, notamment avec des gens qui les suivent en ligne, et cela est plus efficace à leurs yeux que la publicité. L'on crée une tendance du fait de la jeunesse de tel ambassadeur ou telle ambassadrice pour telle ou telle marque. Si les médias généralistes font de la publicité et si le visual self des jeunes, en revanche, crée un engouement sans précédent et amène à une consommation allant de tel type de soutien-gorge à tel type de maquillage, en passant par toutes sortes de produits. Les jeunes vivent dans un environnement extrêmement commercial où il est de
les pressions sont énormes, on les amène à consommer et acheter. D'où la création d'une identité du fait de l'achat et du comportement. L'expression érotique est un produit accessoire de tout cela. L'image par les données de soi-même est un pan entier des droits humains numériques qui est trop peu exploité. Kiki Cannibal, permettez-moi de vous en dire quelques mots. Il s'agit d'une jeune femme qui n'est pas de Hollywood et qui a également des difficultés à gérer sa vie publique, mais qui n'a pas, contrairement à Jennifer Lawrence, des équipes d'avocats pour la défendre. Kiki avait souhaité se faire des amis. Elle a commencé à se connecter en ligne et à essayer d'établir des rapports. Comme elle était tout à fait bien développée, qu'elle connaissait bien l'utilisation du Photoshop, elle a créé un compte MySpace sur lequel elle apparaît habillée, des photos créatives, sophistiquées, mais également avec une composante érotique de jeune Lolita, et ses efforts ont été couronnés de succès puisqu'elle a eu un public nombreux qui l'ont admiré pour certains, détesté pour d'autres. Et c'est quelque chose qui représente tout à fait cette foi, cette volonté de consommation. Les volontés de Kiki ont été utilisées sur un site de porno sans son autorisation, et l'on a utilisé ensuite ces photos pour inciter à la haine de Kiki. Les enfants ont dû les parents de Kiki ont dû déménager du fait de ces attaques incessantes, et lorsque les parents ont essayé de faire un procès, ils ont perdu leur procès. Une des raisons étant que l'Internet reste une zone de non-droit pour une large part. La législation sur la décence de la communication protège les éditeurs de matériel Internet de faire l'objet de poursuites, et par conséquent, ils peuvent poster ce qu'ils veulent sans redouter les moindres conséquences. Le self-branding également est un utilisateur d'Internet qui se retrouve dans une situation dramatique du fait des retweets. Je pense à Christopher Stone notamment. Et les enfants se font ça les uns aux autres également. Jada Smith est une gamine de 16 ans du Texas, et très récemment, elle a été choquée après avoir après avoir été violée du fait de l'absorption d'une boisson qui l'avait rendue inconsciente, et ensuite les images de ce viol ont été placées sur Internet. Ça a eu pour conséquence une frénésie médiatique, et où l'on a avec des gamins qui se faisaient prendre en photo dans une position semblable à celle qu'avait cette jeune femme au moment du viol, et ça a fait un buzz incroyable. Jada est montée aux barricades en disant non, vous ne pouvez pas faire ce genre de choses, et puis ça a ensuite suscité une autre frénésie médiatique avec un appui sous hashtag Justice for Jada qui assurait qui prenait de défendre Jada. Le seul recours que l'on a, les seules réponses juridiques qu'il y a à la redistribution, réutilisation et l'usage abusif d'images en ligne personnelles avec contenu sexuel, est la législation portant sur la possession et la distribution de pornographie enfantine. Eh bien, ça n'est pas le cas il est très difficile de trouver ceux qui vendent ces images, et les réponses sont tellement limitées que les crimes dans toutes sortes de catégories continuent d'être impunis. Souvent, l'on envoie des textos avec des textes à caractère sexuel, certes, mais il n'est pas rare que certains profitent de ces textos. Ce sont là des comportements dont les implications sont tout à fait différentes et qui nécessitent des réactions tout à fait différentes également. Et pourtant, toute forme de texto de ce type que l'on abuserait est illégale, mais la loi ne fait pas de distinction entre l'utilisation par les adolescents des réseaux sociaux d'une part et le recours abusif aux images de l'autre. Mais l'histoire de Kiki a donné lieu à la publication d'un article dans Rolling Stone aux États-Unis qui a également fait beaucoup de bruit, et Jada a également, du fait de sa situation dramatique, suscité des réactions nombreuses. Se montrer honnête en ligne est un outil important. Ça permet aux victimes de s'exprimer tout en revenant sur des questions politiques que la société est mal à l'aise, face auxquelles la société est mal à l'aise. Mais si seules les personnes célèbres ont accès aux instruments, ça ne peut pas être acceptable. Il faut trouver en effet un bon équilibre entre la liberté d'expression d'une part et la nécessité de protection
protéger la vie privée de l'autre. Et cela vaut également pour l'Internet. Towlin, un auteur américain, indiquait que lorsqu'il était gamin dans les années 80 et lorsqu'il lisait seul les titres sur le cyberespace, il souhaitait souvent qu'à la table du dîner, ses parents lui disent « Alors, ça s'est passé comment ta journée sur Internet ?» La réalité virtuelle, ce n'est pas une réalité réelle, et certainement pour la nouvelle génération, c'est-à-dire la génération née dans le numérique, qui passe énormément de temps dans le monde numérique. Et il est important de parler de ce monde-là de la même manière que l'on parlait à l'époque de la journée qu'on passait au parc avec des amis ou de la nuit qu'on avait passée à faire la fête avec d'autres amis. Si l'on se souvient de la boom, par exemple, dont je parlais tout à l'heure, on se souviendra que la culture des jeunes et les histoires amoureuses nécessitaient que l'on s'y consacre énormément, alors que maintenant, les choses vont beaucoup plus vite et l'on peut se consacrer à ces activités dans un espace qui n'est pas policé, qui n'est pas protégé. Les enfants ont-ils besoin de plus de surveillance? Mais si c'est le cas, alors l'on n'accorde pas suffisamment d'attention aux outils qu'ils utilisent. Lorsqu'il s'agit de l'information et de la production de données relatives à l'image sont essentielles. Les individus et les militants développent un self-brand sur les sites commerciaux, mais ceci ne suffit pas pour attirer l'attention d'une masse critique. Et par ailleurs, cela ne suffit pas tout à fait pour entamer le dialogue de manière efficace. La politique, morale ou juridique entre en jeu et d'aucuns consommateurs, jeunes adolescents sont nombreux à en être les victimes. Merci. Merci infiniment. Merci infiniment. Effectivement, la question, comment concilier liberté d'expression et respect de l'individu? Comment aborder cet ADN numérique en prenant en compte les différences générationnelles, les différentes approches contre les cultures? Alors, bien que le monde ne soit pas du tout dans l'exploitation des données sexuelles, Dieu nous en garde, pour autant, de plus en plus de journalistes utilisent les données personnelles pour constituer leur offre. Donc, il est très intéressant de voir comment vous abordez cette question avec, j'imagine, l'éthique et le respect qui caractérisent le monde. Bonjour à tous. Merci de m'avoir proposé d'intervenir. Donc, en effet, le monde ne récupère pas tellement et ne met pas en scène de données sexuelles de jeunes adolescents. Mais néanmoins, bien entendu, travaille, et chaque journaliste travaille à partir de données, déjà dans l'essence même de son travail journalistique. Et historiquement, bien avant le numérique, puisque une enquête se fonde bien souvent sur des données personnelles, que ce soit des données quantitatives ou des données suite à des interviews. Et bien entendu, avec un respect de l'éthique et de la déontologie, une vérification extrêmement forte et l'engagement de ne publier des données data, mais en tout cas de la masse de données qui peut à la fois modifier et donne plus permet des analyses de données, encore une fois, pour un traitement journalistique tel que ça n'a jamais été possible. Il y a un certain nombre d'affaires qui ont pu être sorties par Le Monde dont le point de départ a été l'accès à des données en nombre qui ont été analysées sur des serveurs sécurisés pour bien respecter le secret, s'assurer justement d'un traitement équitable de la donnée avant d'en tirer une analyse et une enquête. Et puis évidemment, on collecte de la donnée malgré nous, et finalement c'est très intéressant d'ailleurs, puisque aujourd'hui 15 millions de personnes à peu près lisent Le Monde sur toute ou partie de ses supports. Ces 15 millions de personnes, ces 15 millions de Français mensuels, enfin tous les mois, en grande partie, quand ils viennent sur notre site internet, sur nos applications, sur le mobile, sur les tablettes, laissent des données. Alors, ils laissent des données soit de manière complètement identifiée, puisqu'ils se sont identifiés, ils ont créé un compte. En général, ce n'est pas de la donnée personnelle du type, évidemment, croyance religieuse ou lieu d'habitation, mais un minimum de données quand même avec leur adresse email et un certain nombre de données. Et puis surtout, toute personne qui passe sur nos supports laisse un cookie. C'est le principe même en fait du numérique, où en effet on a de l'information. Alors on a de l'information
qu'on peut utiliser de différentes manières. On a de l'information qui nous permet encore une fois, journalistiquement, d'identifier qu'un sujet, finalement, est un sujet de société. Bien qu'on ne l'ait pas vu arriver, puisque dans l'ADN du monde, il y a vraiment le fait de comprendre le monde qui nous entoure et ses évolutions, d'aider à comprendre le monde et ses évolutions et à éclairer le débat, savoir reconnaître que, à côté de l'information hiérarchisée de manière très proactive par la rédaction, certains sujets émergent de par la viralité. Et on peut voir monter dans une après-midi, en quelques heures, voire en une heure même, des sujets qui ont été publiés sur nos supports, pas du tout mis en avant, pensant que c'était un sujet à traiter et à publier, mais pas forcément un sujet majeur, et donc pas présent, par exemple, sur la page d'accueil du Monde. Le fait de passer sur la page d'accueil du Monde signifie que la rédaction, à un moment donné, a décidé que c'était un sujet majeur d'actualité. Et un article qui tout d'un coup va se mettre à être lu par 500 000 personnes, 600 000 personnes, 700 000 personnes, alors qu'il est dans un coin du site, quelque part, perdu parmi tout ce qu'on publie. Ça, c'est un fait intéressant. Et ça va permettre à la rédaction, en ayant une lecture en temps réel, quasiment, justement de ce qui remonte, en fait, et de ce qui est le plus lu, de pouvoir modifier la manière dont ils vont traiter ce sujet, de le creuser, de le reprendre, de l'enrichir, et finalement, éventuellement, après, de le traiter sur plusieurs jours dans la durée. Un autre élément, bien entendu, c'est que ça nous permet aussi de voir ce que chacun, ou en nombre, quelles sont les préférences, en fait, et les centres d'intérêt des personnes. Alors, on ne s'en sert pas du tout pour de la monétisation. En revanche, on réfléchit à... ça, c'est un vrai sujet, avec toujours cette éthique, bien entendu, de comment en tenir compte dans ce qu'on propose. Et là, pas seulement pour un sujet donné, mais dans l'équilibre des thématiques qui sont traitées, et surtout dans le fait d'aider un lecteur à trouver l'information qui va l'intéresser le plus. On publie 300 sujets par jour, à peu près. 15 millions de personnes nous lisent, on ne s'intéresse pas tous à la même chose. Et quand on fait un choix de hiérarchie d'actu, on va mettre en avant une vingtaine de sujets. Donc comment s'assurer et aider un lecteur à ne pas être passé à côté de quelque chose qui l'intéresse, sans devoir être pour autant en permanence connecté, non-stop, en passant par toutes nos rubriques. Alors ça, c'est un vrai sujet qui pose pas mal de questions. Nous, notre conviction, c'est qu'on vient sur un média comme le nôtre, sur un média culturel, pour savoir ce que le journal Le Monde a à dire à un moment donné sur l'actualité. Et donc la hiérarchie de l'information, encore une fois, est prioritaire. Mais par ailleurs, si quelqu'un a accepté, donc bien entendu, il faut que la personne ait accepté que l'on utilise ses cookies, et donc sa navigation, on réfléchit à comment lui proposer par ailleurs des sujets qu'on n'a pas mis en avant et qui pourraient aussi l'intéresser. Et d'ailleurs, on voit que c'est quelque chose qui est tout à fait accepté par les lecteurs. On a encore très récemment travaillé avec un certain nombre de nos lecteurs en leur proposant des évolutions. En l'occurrence, c'était dans le cadre de notre édition abonnée. Donc, ce sont des personnes qui ont un contact privilégié avec le monde, qui ont évidemment un degré d'affection fort, qui nous lisent très régulièrement et qui étaient très intéressés par le fait qu'on puisse leur assurer de ne pas rater un certain nombre de choses. Donc ça ne doit absolument pas venir remplacer la hiérarchie de l'info. Évidemment, ça doit être fait avec le consentement de la personne, avec l'éthique absolument nécessaire. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui peut être tout à fait accepté. Et puis enfin, la dernière chose, c'est que sur des supports comme les nôtres, il y a aussi beaucoup d'interactivité et donc d'intervention des lecteurs. Alors là, bien entendu, les personnes interviennent en étant identifiées, alors souvent sous des noms qui ne sont pas forcément leur vrai nom, mais quand même en donnant un email qui peut permettre de vérifier quelle est la personne. Et d'ailleurs, nous, on a une obligation de conserver ce qui a été publié ou ce que la personne a voulu publier, qu'on a pu refuser pour des questions légales. Et là, il est vraiment important de rappeler qu'il y a aussi, aussi des obligations pour les personnes qui publient. En tant que UGC, donc User Generated Content, l'internaute a aussi une obligation. Donc il est normal qu'on puisse conserver sa donnée
et qu'elles puissent nous être demandées s'il n'y a pas eu de respect en fait, du cadre légal voilà, de ce qui peut être publié. Merci beaucoup. Mais ce qui me frappe dans votre intervention, c'est quand même la confusion qu'il y a entre les données personnelles, avec cette notion en français, notion sémotique de données, et l'utilisation qui est faite par des traces qui sont prises sur des cookies, grâce à des cookies, et qui ne sont absolument pas données volontairement. Donc c'est vrai que quand on voit cultural data, la notion de data est quand même très différente de ce qu'implique la donnée personnelle. Et donc cette formulation française sur laquelle on ne pourra pas revenir nous emmène quand même dans des paradoxes qui sont un petit peu pervers. Daniel Kaplan, je voulais vous entendre justement là-dessus, sur quels sont les droits des citoyens par rapport à leurs données personnelles qu'ils donnent ou pas, volontairement ou pas. Enfin, c'est un peu compliqué. Est-ce que le respect de la vie privée et l'absence de discrimination dans ces traces qu'on laisse sur les cookies, a-t-on l'assurance qu'il ne s'applique pas? Pouvez-vous nous en dire plus, surtout sur le projet Mes Infos que conduit la FING? Les droits des individus, je ne vais pas y revenir du tout d'ailleurs, parce que je pense qu'ils sont assez bien connus au fond, au moins dans cette assistance. En revanche, il y a plusieurs manières d'essayer d'appliquer, de faire vivre des droits. Et quand on a commencé à travailler sur ce projet que je vais vous décrire, Mes Infos, notamment dans un bouquin qui s'appelle Informatique, Liberté, Identité, j'avais pris à un moment... J'avais parlé d'Astérix. Parler d'Astérix, ça ne doit pas arriver très souvent ici. En fait, donc 52 avant Jésus-Christ, je crois, c'est ça. Donc toute la Gaule est occupée, sauf un petit village. Et donc, voilà, ce village, il est rond, il est bien rond, comme ça, bien fermé sur lui-même. De ce village, il y a 5 personnes qui éventuellement sortent, 2 régulièrement, les autres pas régulièrement, en général, quand c'est une crise. Et tous les autres, ils restent là. Et quand Astérix et Obélix vont en Belgique, toute la Belgique est en train de se battre contre les Romains. Quand ils vont en Angleterre, ou je ne sais pas comment ça s'appelait, je suis en Bretagne, toute la Grande-Bretagne, future Grande-Bretagne, se bat contre les Romains. Les Suisses, pareil. Les Goths, ils se baladent partout et on sait que les barbares finiront à Rome. Les Espagnols, partout. Les plus nuls, c'est les Gaulois. Les seuls qui n'ont aucune aspiration, les seuls qui n'ont aucun désir, aucune ambition, c'est ceux qui veulent qu'on ne vienne pas les emmerder. D'accord ? Et donc, vous voyez qu'il y a une possibilité de voir cette notion de vie privée uniquement sous cet angle-là. C'est-à-dire, venez pas chez moi. Ce qui est une appréciation, une vision rikiki, qui n'est pas la vôtre, de ce que pourrait être la souveraineté. Il ne faut pas rentrer. On avait proposé à ce moment-là de prendre une autre analogie que celle du village gaulois, ou du village en général, parce que ce n'est pas seulement français, ça, qui était plutôt celle de la tête de pont. La tête de pont, je la protège, mais elle me sert à me projeter en avant. Et en fait, on a ça dans les lois. On l'a vite oublié, mais l'article 1, la première phrase de l'article 1 de la loi de 78, c'est pas « il ne faut pas faire ceci, cela », c'est « l'informatique doit être au service du développement humain », c'est ça, Geoffrey ? Bon, en tout cas, elle est au service de quelque chose, et d'une aspiration. Et elle ne doit porter atteinte ni la vie privée étant un des nids. Un des, plus loin, ni, pardon. Donc, ça, c'est un point qui me paraît tout à fait essentiel. Et donc, l'hypothèse, l'idée derrière Mes Infos, c'est de se dire, est-ce qu'on doit continuer à penser que la seule chose qu'on peut proposer aux individus vis-à-vis des données personnelles captées, produites, tout ce qu'on veut, coproduites, parce que c'est toujours compliqué les statuts de ces données à caractère personnel, ce serait de les protéger ou de les aider à se protéger contre les choses affreuses qui pourraient leur arriver. Il faut le faire. C'est le devoir de la société de faire en sorte qu'il ne nous arrive pas, dans la rue, dans le cyberespace, etc., des choses négatives, qu'on ne prenne pas sur nous du pouvoir à notre insu et sans notre consentement. C'est normal. Mais il est aussi important de se poser la question de ce que l'on pourrait aider les gens à faire qui a du sens pour eux. Et c'est au fond ça l'idée qu'il y a derrière Mes Infos. Ça consiste à dire, si les données sont aussi intéressantes et utile pour les entreprises, pour les médias, pour les entreprises culturelles, comme pour toutes les autres. Pourquoi est-ce qu'elles ne le seraient pas pour les individus ? Pourquoi est-ce que le même type de bénéfice
auxquelles, grâce aux données, notamment personnelles, les entreprises, les organisations peuvent accéder pour mieux connaître leur environnement, pour prendre des meilleures décisions, pour ajuster ces décisions à différents contextes, pour conserver une mémoire qui leur servira plus tard, etc. Pourquoi est-ce que ces possibilités-là ne seraient pas ouvertes aux individus? Donc, dans le contexte du projet Mes Infos, nous avons tout simplement, dans un domaine qui n'est pas culturel, mais je vais y revenir en 2 secondes après, dans un domaine qui n'est pas spécialement culturel, nous avons convaincu un certain nombre de grandes entreprises qui sont des grands collecteurs de données personnelles, je suppose évidemment dans le cadre des règles de droit, de partager ces données avec les individus concernés. Et donc, Orange a restitué à 300 testeurs leurs données de communication et de géolocalisation pour ceux qui avaient activé la géolocalisation. Intermarché a restitué les données de consommation, AXA des données d'assurance et plusieurs banques des données financières. Et l'idée était évidemment d'essayer d'imaginer, avec aussi des développeurs, des entrepreneurs, des designers, des usages tournés vers les individus, activés par les individus et qui visaient à répondre à un besoin d'individus, non plus d'organisation. Est-ce que, grâce à mes données, je peux me rendre la vie plus facile, par exemple la gestion de la paperasse et de la documentation? Est-ce que grâce à mes données, je peux revenir sur mes expériences, sur ce qui a marché, pas marché, fait sens, pas fait sens, et éventuellement pour pouvoir ensuite réfléchir à l'avenir? Est-ce que grâce à mes données, je peux simuler, évaluer l'impact de futures décisions et prendre des meilleures décisions? La même chose que pour les organisations. Voilà un peu la nature de ce projet Mes Infos qui s'inscrit dans un mouvement international encore émergent dans lequel on se dit, au fond, la question de la donnée personnelle, c'est bien sûr une question de protection au sens où il y a quand même une forme d'asymétrie de pouvoir. Mais cette question a profondément changé depuis quelques années parce qu'en 78 ou en 83 pour les Allemands, quand on définit des règles de protection des données personnelles, il va de soi que la puissance informatique n'est accessible qu'aux organisations, et certainement pas aux individus. Aujourd'hui, d'un point de vue technique, cette puissance est accessible, toute proportion gardée, mais quand même est accessible aux individus. Ça n'empêche pas qu'il y ait des relations de pouvoir, ça n'empêche pas qu'il y ait asymétrie d'information et de pouvoir, mais ça veut dire que cette puissance est accessible. Et donc, l'idée, c'est d'essayer de mobiliser cette capacité au service des individus. Juste pour terminer, ce ne sont pas des données personnelles, mais qu'est-ce que nous ont montré Albertine Monnier et Julien Lévesque? Ils nous ont montré que les données culturelles dont on peut nous emmerder. Merci. Avant de passer la parole à Fabrice Naftaski, je voulais justement vous interroger là-dessus. Ce que vous évoquez, c'est un peu un modèle de Creative Commons. Est-ce qu'on peut faire une analogie avec justement les Creative Commons qui permettent aux artistes de déterminer la valeur et l'usage de leurs données, ou est-ce que c'est quelque chose d'un peu différent? Alors, je vais vous répondre en vitesse, parce qu'évidemment c'est un peu long, mais ça fait longtemps qu'on travaille en France, et puis qu'il y a des travaux équivalents un petit peu ailleurs, sur cette question du retour de l'usage des données personnelles aux individus. À aucun moment, mais vraiment à aucun moment, la notion de propriété ne nous a aidés là-dessus. Ça n'a aucun intérêt pour nous. L'intérêt, c'est le partage de l'usage des données et du pouvoir qui va avec. Au fond, ce qu'on dit, c'est que la question des données aujourd'hui, et ce que disent pas mal de gens, y compris aux États-Unis, quand des juristes comme Daniel Solov se posent la question, pourquoi est-ce que c'est important pour la société de protéger la vie privée? Ça devrait être exercer ce pouvoir. Alors Fabrice, partagez-vous cette analyse? La propriété n'est pas un sujet, c'est l'usage qui importe. Et donc, est-ce cette piste qui est suivie par le Conseil d'État quand il parle d'autodétermination informationnelle? Oui, alors effectivement, la propriété. Well, absolutely. Ownership is not what is at stake in this particular debate. What is important is what is done with this data, the way the data is used. And MySpace, for instance, which Danielle mentioned a few moments ago, really illustrates a new type of relationship between the one who uses and exploits the data and the one who makes it available, makes the data available. And someone says, well, in exchange of your personal data, you will have a free access. Well, now we go even further. We say, in exchange of data, we pool
benefits for all. So it makes the sharing of data make headway. Now, when it comes to ownership, yes, it is about protecting data, and what the law on protection of data is about, making sure that an individual has control over his own image. The right of repentance, for instance, the right to oblivion is another right that has been confirmed by the ruling on Google Spain, and this is also part and parcel of the European regulation. And following the film that Kaya showed us, this brilliant film, there is also protection of children, of data on children. Now, when it comes to regulation, there's another element that has been mentioned by Kaya. First of all, accountability, which is something that Europe can really find in example in America, because Americans in America, stakeholders use the data and control the data that is made available to them, and also, and this is, and what is important is not so much the transfer. L'éveil de la conscience, et l'éveil de la conscience, c'est l'awareness, c'est la sensibilisation, et tout ça, c'est des éléments essentiels. On ne peut pas empêcher tout un chacun de partager son intimité, pour autant le faire en connaissance de cause, au-delà de l'arsenal juridique qui existe d'ores et déjà pour protéger les données à caractère personnel. Alors Isabelle nous a parlé de l'empathie informationnelle, j'ai trouvé ça très bien. Effectivement, le partage des données, ça fait également protéger, ça va progresser l'information. Donc, pour répondre à la question, je suis assez d'accord avec les propos de Daniel Kaplan. Merci. Donc on voit bien que l'enjeu est quand même de restaurer la confiance du citoyen. Donc Pierre Bélanger, vous avez proposé, vous préconisez la création d'une agence des données pour participer à cette reprise de confiance du citoyen. Est-ce qu'elle est bien entendu vertueuse pour les entreprises? Est-ce qu'elle serait franco-française? Comment justement appréhender ces différentes approches en Europe et dans le monde? Et on le voit, et la culture c'est ça, et nous ne pouvons que nous en féliciter, elle est multiple. Mais comment gérer tout ça, envisager cette souveraineté numérique à l'échelle d'une nation où il ne faut pas? Quelles sont les règles? Il y a deux questions dans votre propos. Il y a la question effectivement de la pertinence de la nation vis-à-vis d'Internet. C'est un débat qui a commencé avec le droit de la mer au XVIIIe siècle. Qu'est-ce que l'océan vis-à-vis de la légitimité des nations? Donc ça, c'est un sujet. Et il y a un autre sujet, effectivement, sur les données personnelles. Donc vous avez commencé par les données personnelles, donc je commencerai là-dessus aussi avant de rebondir sur le second. Les données personnelles, en fait, comment les voyons-nous? On a eu un fantastique magicien tout à l'heure qui nous a montré des fabuleux tours de cartes, et donc les images, les visualisations sont très importantes. On voit les données comme un sac de billes. Donc il y a une donnée personnelle, voilà, je prends une donnée personnelle, et puis toutes les autres données personnelles restent à l'intérieur du pot, du sac. Dans la réalité, ce n'est pas un sac de billes, c'est une pelote de laine. En fait, nous n'avons plus affaire aujourd'hui, au XXIe siècle, à des données qui sont dissociables les unes des autres. En fait, nous avons en face de nous un réseau de données personnelles. Lorsque je donne accès à mon carnet d'adresses à une application, parce qu'elle en a besoin, ou aux photos qui sont stockées sur mon mobile, en fait, je donne accès aux données d'autrui, et pas simplement aux miennes. Donc j'engage la propriété et en tous les cas les données personnelles d'autrui. Lorsque on voit comment fonctionnent les algorithmes de corrélation, à partir de mes données, on va pouvoir prédire le comportement d'autrui. Donc en fait, on n'est plus du tout dans une logique, je dirais, des fichiers de police de la fin des années 70. On est dans des logiques informatiques de réseau, et ces logiques de réseau font qu'il y a un réseau de données personnelles qui forme un tout indissociable. En fait, on est aujourd'hui dans une logique qu'on appellerait en droit celle de l'indivision. Et cette indivision, elle a un intérêt phénoménal, puisqu'elle a un intérêt général pour la société, elle a un intérêt pour les individus. Donc je crois qu'on est plus aujourd'hui dans le futur droit des données qui est à construire, dans une logique de bien commun,
Et dans cette logique de bien commun, effectivement, la gestion publique peut s'imposer. Donc j'ai fait un travail qui s'appelle « Principes et pratiques des données personnelles en réseau », qui a l'honneur de se retrouver sur le site du Forum d'Avignon à Paris. Donc je peux vous convier à la lecture de ce texte. C'est la contribution aux travaux du Conseil d'État et qui détaille bien cela. Donc en synthèse, en fait, c'est la donnée personnelle, la donnée de la personne n'est plus une donnée de droit personnel. On est face aujourd'hui à un droit collectif. Donc c'est pour ça qu'une agence des données peut avoir un intérêt. Maintenant, quelles sont les différentes pratiques dans le monde à l'égard de ces données et à l'égard du réseau Internet? Je dirais qu'il y a 3 Internets aujourd'hui. Le premier Internet, c'est celui d'une alliance entre le réseau et l'État. Donc vous avez... les États-Unis sont un bon symbole de cela. Vous avez une symbiose ouverte, en fait, démocratique, compétitive, où l'État et le réseau forment un tout. La logique est une logique mercantile, une logique impériale, et les données, en fait, participent de cette logique commerciale globale. C'est, je dirais, l'Internet qu'on connaît le mieux, puisque c'est celui qui capte nos données, puisque l'intégralité des données des gens qui sont ici répondent du tribunal de Sacramento. Donc ça, c'est le premier Internet. Le deuxième Internet, c'est celui d'un partenariat organique aussi entre l'État et le réseau, mais c'est différent, puisque c'est un Internet membrané. Il y a une membrane tout autour de cet Internet qui le filtre, et il y a une culture en serre à partir de laquelle on va faire germer, grandir des géants pour ensuite les propulser sur le marché international, et ça au détriment des libertés individuelles, au détriment des libertés de chacun, des libertés civiques. C'est la Chine, c'est la Russie. Et puis il y a le troisième Internet, le tiers Internet. Là, l'État et le réseau ont des destins séparés. C'est ouvert, c'est démocratique, mais simplement, les citoyens, leurs données, leur vie économique, leur vie privée, sont livrés aux autres. En fait, c'est, je dirais, la stratégie de défense d'un buffet du Club Med. Donc, qui sont en fait les grands acteurs de ce tiers Internet? C'est l'Europe, le Japon, le Canada, le Mexique, l'Australie et à des degrés divers d'ouverture ou de fermeture, le Moyen-Orient, l'Afrique, l'Amérique latine, donc quasiment le reste du monde. Donc il y a ces 3 Internets. Et nous sommes à chaque fois dans des logiques aujourd'hui où notre droit n'est pas fait chez nous. Lorsque vous avez une donnée dite personnelle ici en Europe, elle a un certain nombre de protections puisqu'elle est sur le territoire européen. Dès lors qu'elle franchit l'Atlantique, elle se retrouve dans un univers où elle n'est plus protégée par le droit européen parce qu'on n'est plus en Europe, mais elle n'est pas protégée par le droit américain parce que nous ne sommes pas citoyens américains. En quelque sorte, nous sommes dans un lieu de non-droit. Donc voilà, c'est aujourd'hui le statut des données, c'est une sorte de néant qui flotte à la merci de chacun. Donc c'est pour ça que la notion de souveraineté, elle est capitale, et je finirai par répondre à la question, la nation est-elle pertinente? Puisque les transnationaux nous affirment, ben non, c'est fini, c'est fini, la nation, regarde, les réseaux sont partout, on ne sait pas où sont les données, on ne sait pas où sont les serveurs. Moi, je suis allé voir les câbles sous-marins, ils arrivent, c'est une plage, donc une plage où il n'y a personne, généralement on y va en hiver, il fait moche, et puis il y a une sorte de baraque avec du grillage un peu pourri, il y a marqué ne pas entrer, et il y a une fibre optique avec toutes les données personnelles qui s'en vont, qui viennent, etc. Donc c'est très physique quand même l'Internet. Hein. C'est pas ni un phénomène naturel, ni quelque chose qui se passe dans le ciel ou en profondeur, c'est des câbles. C'est des câbles qui viennent chez nous, et donc quand on regarde tout ce qu'est le droit international, ce n'est que de la collection de souveraineté, et la souveraineté c'est la liberté, et je conclurai là-dessus. Nous sommes tous épris de liberté. Comment s'affirme cette liberté? Par le droit. Comment est-ce que ce droit, sur quoi est-ce qu'il s'appuie? Quel est son socle? C'est le territoire.
Donc, et le territoire sur lequel s'applique le droit, ben, ça s'appelle la souveraineté. Pourquoi nous ne pouvons pas avoir une souveraineté sur nos réseaux? Pourquoi y a-t-on renoncé? Pourquoi ne considère-t-on pas que, alors que de plus en plus, une part de plus en plus importante de nos vies se déroule sur le réseau, pourquoi ne considérons-nous que c'est quelque chose qu'on doit abandonner? Bon, voilà. Donc il y a des réponses positives à tout ça. Il y a aujourd'hui une prise de conscience. Donc je dirais, le réseau est notre chance et ça va plutôt dans le bon sens. Merci beaucoup pour cet éclairage. Alors j'aurais voulu garder quelques temps pour les questions éventuelles. Donc je vais proposer à Fabrice Naftalski de nous faire une synthèse des différentes propositions. C'est un vaste sujet, je préfère que ce soit lui qui le fasse plutôt que moi. Donc une synthèse des propositions. Alors, il y a eu énormément de propositions. Il y en a certaines qu'on a un peu résumées au fil de l'eau. Hein. Si je réagis aux dernières donc proposées par Pierre Bélanger, il y a un vrai enjeu de souveraineté, mais qui est contradictoire aussi avec l'idée de pilote, de pelote, avec l'idée de globalisation. Donc il y a un vrai besoin d'essayer de trouver des solutions qui soient communes. Et ce qui ressort de ces discussions, une fois de plus, c'est que le droit est essentiel, le droit est nécessaire parce qu'il protège le faible. Pour autant, il est très difficile aujourd'hui d'avoir une approche nationale ou une approche de souveraineté nationale sur ces questions. Et c'est là qu'on va retomber sur ces notions de sensibilisation et peut-être de recherche de valeurs communes ou de standards communs. Donc ce sera l'objet d'une des sessions de cet après-midi. Donc je vais pas anticiper. En tout cas, là où on arrive à un consensus, c'est sur le fait qu'il n'y a pas de propriété de la donnée et que ce n'est pas par rapport à ce référentiel-ci que l'on pourra mieux organiser l'éthique et la gouvernance des données. L'autre consensus, c'est que la protection des données, c'est important, mais que ce n'est pas suffisant, puisqu'on a tous à beaucoup bénéficié du partage des données, c'est l'économie de la culture, et donc il faut trouver un nouveau modèle pour concilier ce partage des données tout en limitant les excès. Je propose qu'on passe aux questions compte tenu du temps qui nous est imparti. Ça marche pas? Donne-lui celui-là. Ouais, c'est mieux. Christine Tréguier, journaliste. J'avais un commentaire d'abord à faire. Enfin, c'est une interrogation. J'ai malheureusement pas pu assister au démarrage de la journée, donc peut-être vous avez défini les choses, mais je ne comprends pas cette notion de données culturelles, données personnelles culturelles. Pour moi, ça ressemble un peu à ces glissements sémantiques qu'on utilise pour introduire dans les lois et règlements des catégories de données différentes des données personnelles qui seront non protégées parce que soumises à des conditions et des exceptions. Voilà. Peut-être je me trompe, mais j'ai cette question-là en tête. Voilà. Ça, c'est une chose. Ensuite, par rapport à l'intervention de Isabelle André, je crois. Ouais. Vous disiez quand les visiteurs de votre site acceptent l'utilisation des cookies. Mais quand est-ce qu'ils acceptent? Quand est-ce qu'ils sont informés que le cookie prend les données? On a malheureusement des confusions entre opt-in et opt-out et malheureusement ce qui a été voté comme dans la loi informatique et liberté révisée, c'est pas exactement ce qu'il faudrait, c'est-à-dire on n'est pas en opt-in tout à fait. Donc c'est comment est-ce que pourquoi dites-vous que où est le consentement aux cookies? Voilà, ça c'est une question.
Quand vous parliez des sujets qui remontent à la surface à travers l'écoute des commentaires, etc., qui peuvent éventuellement venir atterrir tout au sommet dans certains cas, c'est un peu l'histoire de la loi des plus grands nombres, et je me demandais si c'était vraiment la bonne stratégie, celle-là. Parce qu'on peut arriver avec Rihanna à poil en une, quoi, en fait. Et puis, dernière question à Daniel Kaplan, par rapport à Medata. Il y a des entreprises, des grandes entreprises impliquées, mais pour que ça fonctionne, comment est-ce que vous pensez l'éducation, enfin, plutôt que l'éducation, l'instruction des citoyens pour qu'ils aient conscience de ce qu'on peut faire avec leurs données avant de donner un accord ou pas à leur utilisation? Alors, avant de voir qui veut répondre à la première question sur différenciation données personnelles et culturelles, je l'ai dit en introduction, pour nous, clairement, Arte, toutes les données personnelles sont des données culturelles. C'est notre prisme. Qui veut répondre à la première question avant que Isabelle et voilà, Gaïa? J'espère que cela répondra à votre question. Moi, j'ai le sentiment qu'on est vraiment en train de s'engager sur un territoire inconnu. Ce matin, on a parlé de la tension, de cette dichotomie entre la vieille garde, avec un système hiérarchique qui s'occupe de nous et on s'occupe de nous, et puis de l'autre côté, des sociétés plus pluralistes et individualistes. Et je crois que là, vraiment, on est en train de se diriger vers un monde dans lequel les deux sont conciliables et possibles. Et je suis tout à fait d'accord avec ce que vous avez dit. C'est vrai que nous vivons une ère où l'Internet donne cette liberté d'expression aux uns et aux autres. Ça veut dire que vous pouvez vous autorégimenter en quelque sorte, c'est-à-dire que vous pouvez vous fier, en tout cas on peut l'espérer, au gouvernement pour qu'ils interviennent dès lors que la protection est nécessaire, mais vous pouvez malgré tout faire entendre votre voix de manière plus ambitieuse, peut-être pas aussi ambitieuse que les ados américains, mais on peut utiliser notre voix au chapitre pour faire état de en quoi nous croyons, ce qui nous met en colère. Et puis ensuite, il y a une masse critique qui peut se développer et qui peut ensuite avoir un impact réel sur le tour que prennent les choses. Les lois nous protégeaient, certes, par le passé, mais maintenant, nous pouvons nous protéger les uns les autres en faisant beaucoup de bruit autour de telle ou telle cause. Est-ce que ça répond, ne fût-ce que approximativement, à votre question? Parce que vous souhaitiez savoir les personnes et les données personnelles et culturelles, où est la ligne de démarcation entre les deux? Mais je crois que nous sommes des cultures, nous sommes des individus, des êtres humains, mais nous participons d'un espace public visible. Et toute contribution que nous apportons à cet espace est un élément de culture. Et par conséquent, en ma qualité de journaliste qui s'intéresse à la culture pop, eh bien, les jeunes filles qui postent leurs selfies sont autant à la une des journaux que Rihanna lorsqu'elle se met nue à la une des journaux. Donc nous sommes culture dès lors que nous sommes communication. Donc voilà, moi c'est ainsi que je vois les choses en tout cas. Et tout cela est possible maintenant du fait des progrès technologiques réalisés. Merci beaucoup. Isabelle André, vous voulez répondre? Alors, sur les deux questions en particulier, alors la première, une réponse pour l'instant, c'est qu'on réfléchit à ce qu'on peut faire en termes de personnalisation. Mais qu'à ce jour, pour l'instant, on n'est qu'en test, en expérimentation et en travaillant avec nos lecteurs. Donc, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que dans notre réflexion sur comment on peut utiliser l'information sur des centres d'intérêt, par exemple, pour s'assurer, en tout cas aider un lecteur à être sûr de ne pas rater quelque chose qui l'intéresse, c'est des sujets sur lesquels on réfléchit et avec les lecteurs. Et donc, pour l'instant, l'acceptation est vraiment très bonne. Et par ailleurs, c'est fait avec eux. Donc, néanmoins, évidemment, on publie. On a des guidelines. On a mis en place l'information pour les internautes quand ils viennent sur la page d'accueil ou sur un article directement, pour leur demander si ils acceptent en fait que des données soient utilisées. Bon, ça c'est en effet en respectant ce qui a été mis en place, ce qui a été voté. Voilà, donc on en est vraiment encore dans des prémices de ce qu'on peut faire, à part sur le plan journalistique, mais
Mais en tout cas, c'est intéressant, et je trouve ça intéressant par rapport à ce que vous disiez, de voir qu'on peut aussi utiliser cette donnée pour aider l'internaute et pour lui rendre service. Et après, il y en a sûrement qui nous diront « mais je ne veux absolument pas que vous puissiez me pousser un contenu autre que ce que vous avez hiérarchisé, donc il n'y a aucun souci, ils n'auront pas accès à cette fonctionnalité. » Sur le deuxième point, alors j'ai du mal à m'exprimer, je précise, ce n'est pas en regardant les commentaires, ce n'est pas en regardant ce qui existe sur l'Internet. L'exemple que je donnais, c'est quand Le Monde a décidé de traiter un sujet, nous avons publié un sujet, mais nous ne l'avons pas mis à la une du site. Donc ça arrive très souvent. En nombre, la plupart des sujets que nous publions dans la journée ne sont pas mis à la une. En revanche, il arrive qu'on se rende compte que certains de ces sujets, en fait, concernent vraiment une grande partie de nos lecteurs et que finalement, ils connaissent un succès en termes de visites, ce qui nous donne un indice sur l'intérêt et sur le phénomène de société qui peut être derrière, quand vraiment le taux de lecture explose en très peu de temps. Et ce qui va permettre éventuellement d'aider la rédaction à décider de passer plus de temps sur ce sujet, de le creuser, de l'enrichir, et éventuellement de lui donner une autre vie en termes de hiérarchie. Donc c'est absolument pas en regardant les commentaires. On ne va pas pour autant faire un site ou devenir lemonde.fr, un site qui n'est dicté que parce qu'il fait le plus de hits, et auquel cas on ferait des faits divers, ce qu'on ne fait pas, et on ferait du people, ce qu'on ne fait pas. Donc c'est bien dans notre ligne éditoriale comment on peut faire ressortir parfois des sujets, puisque la data nous donne accès à cette information que nous n'avions pas avant. D'accord, merci beaucoup. Daniel Kaplan. La question de la culture et de l'éducation est tout à fait importante, mais il faut réfléchir 2 secondes à ce qu'on enseigne et comment. Quand vous apprenez à conduire, ce n'est pas dans le but de savoir boucler votre ceinture de sécurité. C'est dans le but de pouvoir vous déplacer librement vers des destinations qui ont du sens pour vous. Quand vous apprenez à lire, ce n'est pas pour savoir lire les consignes de sécurité. C'est pour savoir lire toutes sortes de choses, et en général, c'est aussi pour savoir écrire. Et c'est pour cette raison que c'est aussi formidable d'apprendre et qu'on a envie de le faire, et qu'éventuellement, dans un certain moment de l'histoire, l'apprentissage de la conduite était en fait l'accès à la liberté et à l'autonomie. Par exemple pour les femmes à un certain moment dans l'histoire française. Et donc, tant qu'on dira ce qu'il faut enseigner aux têtes blondes, c'est comment se protéger, vous allez les motiver assez moyennement. Si la question, c'est de se dire comment est-ce que vous allez pouvoir vous servir de toutes ces ressources numériques, parmi lesquelles les données, pour devenir celui que vous voulez devenir, sachant que ça ne sera jamais fini, pour vous projeter, pour découvrir, pour essayer différents jeux identitaires, pour, dans un certain nombre de cas, prendre des risques, éventuellement contrôlés, à ce moment-là, la question de la gestion de ce risque va devenir effectivement une composante de cet apprentissage. Et de ce point de vue-là, quand même, je voudrais dire une chose sur les usages, y compris des adolescents, et là-dessus, je ne suis pas complètement d'accord avec ce que disait Kaya. Quand on regarde ce que font les adolescents en ligne, bien sûr, dans un certain nombre de cas, ils se mettent en risque, ils se présentent. Mais en général, d'ailleurs, les adolescents comme les grands, sur les réseaux sociaux, par exemple, ce qu'ils font, bien souvent, ça n'est pas de se dévoiler purement, c'est de se mettre en scène. Et se mettre en scène, ce n'est pas une assemblée culturelle ici que je devrais dire que ça a à voir avec le masque, c'est-à-dire avec la projection d'une certaine image de soi, avec un public en tête et avec un effet en tête. Eh bien, s'il y avait quelque chose à enseigner, ce serait ça. Ce serait la capacité à se mettre en scène, à être un acteur et à projeter des choses en pensant au public, en pensant aux effets. Ça, c'est puissant. Et ça inclut la protection. Mais ça inclut l'expression, ça inclut le devenir. Et donc, quelque part, quand on va travailler sur cette question-là, on va le travailler en général sur le sujet de l'éducation. C'est d'ailleurs ce qu'on est en train de faire au sein du Conseil national du numérique, où on a un sujet sur l'éducation dans lequel ce qui nous intéresse, c'est de construire, non pas des gens qui savent se protéger simplement, mais des gens qui savent agir comme des futurs citoyens autonomes qui vont créer un monde, on espère, différent de celui dans lequel ils seront nés. Voilà. Et donc, c'est de ça qu'il peut s'agir. Là-dedans, la protection en fait partie, mais tant qu'on concentrera le message en destination des adolescents sur la protection, on n'aura aucun effet. Merci. Une autre question dans la salle ?
Oui, je voulais, je sais pas, je suis à la fois ravi de la qualité des intervenants et très dubitatif, pardon, sur la manière dont le sujet est traité, ou alors il fallait peut-être que j'aille dans l'autre session. En tout cas, pour moi, il y a un énorme quiproquo à la fois sur le titre de la table ronde et sur les questions que vous posez et les réponses que vous apportez. On parle absolument pas de la création dans cette affaire, pas un mot sur la création culturelle, pas un mot sur ce que c'est que de créer au bénéfice de plateformes et d'opérateurs qui font des recommandations avec des algorithmes prédictifs. Alors j'ai bien vu qu'on en parlait dans la table ronde d'à côté, mais sous un angle de la croissance économique de ce secteur. Et je trouve très étrange, même s'il est passionnant, et c'est un vrai sujet, hein, c'est un vrai sujet que vous avez traité, avec notamment les questions déontologiques et de respect de la vie privée de ces jeunes filles, etc. On n'est pas dans la donnée culturelle, on est dans la protection de la vie privée. Alors moi, il y a plusieurs choses que je ne comprends pas. Vous avez, Fabrice Naftalski, commencé par dire qu'on allait parler vous avez parlé de propriété. Vous avez raison, et le droit d'auteur le Conseil constitutionnel l'a dit il n'y a pas si longtemps que ça, est un élément, enfin il avait pas besoin de le dire pour qu'on le pense, mais il l'a dit, ça nous arrange, que le droit d'auteur se rattache à la propriété privée, défendue par le préambule de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 89. Pierre Bélanger, et dans son ouvrage aujourd'hui, fait référence assez souvent à essayer de réguler tout cela. Qu'est-ce que je veux dire? C'est que je suis très frappé. Ça fait 1h15 qu'on parle de l'année culturelle, pas un mot sur la création et pas un mot sur quelque chose qui me paraît essentiel, alors qu'on est là pour ça, où je crois que c'est aussi l'objet du forum, et je parle sous le contrôle d'Olivier Leguet, c'est que on ne dit pas un mot sur les créateurs, on ne dit pas un mot sur un problème majeur, qui est l'accentuation possible que donne la possibilité d'utiliser les données personnelles. Et doit-on utiliser mes données personnelles sans me demander mon accord? Personne n'a encore parlé de ça, même si c'est sous-jacent. Et j'ai eu des débats suffisamment longtemps, il y a longtemps, avec Daniel Kaplan sur la musique pour savoir ce que c'est que de parler de propriété versus les échanges. Et que moi, je place d'abord la propriété avant toute chose. C'est un point de vue, mais enfin, il est respectable sur le plan juridique et déontologique. Et donc, à partir du moment où on essaye de placer la propriété en premier, je le dis parce que c'est constitutionnellement exact, donc je n'invente rien, c'est la propriété privée en France dans ce pays qui est protégée. Donc partons de là, puisque c'est notre cadre juridique, et à partir de là, traitons le sujet. Le sujet de « on me recommande parce que j'aime Abdelmalik, je dois avoir à ce moment-là l'obligation morale ». C'est comme tout à l'heure, c'était très intéressant la question du magicien, j'ai trouvé ça passionnant sur l'influence. On est sous influence. On nous fait croire que nous ne sommes pas sous influence. Nous sommes sous influence. J'ai trouvé remarquable la session, non pas parce que j'y ai participé directement, mais parce que je trouve que c'était formidable. D'habitude, un magicien, il vous explique simplement comment il manipule les cartes. Et on se dit, c'est une astuce extraordinaire, une dextérité manuelle qui fait qu'on ne voit pas qu'il a manipulé les cartes. Non, il ne nous a pas du tout raconté ça. Au fond, j'ai l'impression dans son récit que c'était secondaire. Ce qu'il nous a raconté, c'est qu'on a été mis sous influence. Vous ne traitez pas ce sujet. Je ne vous le reproche pas en tant que tel, mais je dis simplement, il y a un problème de fond majeur, c'est que si on a une mise sous influence du consommateur, internaute, citoyen, on va nous faire acheter non pas ce que l'on veut acheter, c'est beaucoup trop simple. On croit qu'on veut l'acheter, c'est exactement le jeu de cartes de tout à l'heure. On croit qu'on veut l'acheter. Mais non, on ne l'achètera pas parce qu'on le veut. On l'achètera parce qu'on nous a convaincus qu'il fallait l'acheter. Et je crois que c'est ça aussi qui est important. Donc il y a deux questions. Une question juridique, où se situe-t-on? Et alors, je n'ai pas très bien compris, pardon, Fabrice Naftalski, que vous partiez dans votre introduction du caractère de propriété pour finir par dire que vous étiez d'accord avec Daniel Kaplan et qu'au fond, la question de la propriété n'était pas en cause. Là, j'avoue que je n'ai pas compris votre évolution intellectuelle rapide en l'espace de quelques dizaines de minutes. Et donc, voilà. Et la deuxième chose, c'est quand même d'interroger les acteurs culturels qui ne sont pas forcément là d'ailleurs aujourd'hui. Les plateformes qui font de l'algorithme prédictif ne sont pas là. Et les interpeller sur ça, parce que la question de la création, elle est quand même fondamentale, y compris au sein du Forum d'Avignon, dont je suis un des partenaires, c'est où va-t-on en matière de création? Et donc, est-ce qu'on va vers une création de plus en plus formatée? C'est très intéressant ce que vous avez dit concernant Le Monde, vous prévenez vous-même du risque qu'il y aurait à ne publier que des articles qui seraient sur des sujets qui plaisent au maximum. Vous avez, là je trouve ça c'est intéressant, parce que c'est la déontologie du Monde de faire attention à cela, parce que vous avez mis un article à un moment donné qui, a priori, vous pensez que ça n'intéressait personne, ça intéresse 800 000 personnes, et c'est le dernier livre écrit sur le dernier président de la République qui intéresse tout le monde, le jour même où l'Écosse éventuellement vote non, hein, on imagine, et qu'il y a une hiérarchie de l'information qui est désespérante. Mais
Voilà, donc ça c'est intéressant qu'heureusement des journalistes puissent se le dire et des directions de journalistes se disent on va faire attention. Hein. C'est parce que tout le monde se précipite sur un bouquin que c'est l'affaire du siècle et qu'on en parlera dans 50 ans. Donc voilà, donc je pense que de ce point de vue-là, c'est des sujets fondamentaux et je suis un petit peu frustré, et je vous le dis en toute amitié, que vous ne les ayez pas traités. Voilà, je vous remercie. Peut-être quelques mots sur la propriété. Le sujet, il y a énormément de points qui ont été évoqués, mentionnés, mais qui ont aussi vocation à être partagés dans le cadre des autres sessions. Sur la propriété, l'idée, ce n'était pas de remettre en cause la propriété intellectuelle, hein, loin de là. Hein. On sait tous dans cet hémicycle que la propriété intellectuelle, c'est la meilleure manière de permettre à la culture de continuer à se développer. Donc il n'y avait pas de remise du tout en cause de ce principe. L'idée du débat, c'était le domaine des données, c'est plutôt le domaine des idées. Et on le sait, les idées sont de libre parcours. Donc l'idée, c'était de voir comment trouver cet équilibre entre la protection des droits de l'individu, tout en favorisant, là encore, une économie de partage. Mais l'idée n'était pas de revenir sur des fondamentaux comme la propriété intellectuelle, et c'est vrai qu'on n'a pas pu couvrir tous les sujets. Je suis désolée, le temps passe. Je pense qu'on a le temps pour une... Non, on n'a plus le temps. Eh bien, écoutez, merci à tous pour ce débat. Alors, je vous souhaite un excellent appétit. Je sens une certaine frustration intellectuelle. J'espère que vous allez pouvoir la meubler autrement avec les produits de la bouche. Merci. Retour ici ou dans l'autre salle à 14h15, très précise. Merci beaucoup. Lift me like an olive branch and be my homeward dove.